Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, on vous présente ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Sylvie Brunel, la géographe, qui vient nous voir pour son livre « Sa Majesté le maïs » aux éditions du Rocher. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour à tous les deux. Sylvie Brunel, alors effectivement, on a toujours plaisir à la recevoir. Elle fait des livres, elle fait des livres passionnants sur l'agriculture, sur la terre. Je rappelle quand même, elle est non seulement écrivain, géographe, elle a été ancienne présidente d'Action contre la faim, elle a été professeure de géographie à la Sorbonne, et elle a écrit énormément de livres sur la sécurité alimentaire, le développement durable, etc. Traduite partout, Sylvie Brunel, c'est la Marie Curie de l'environnement. Non, de l'agriculture. Alimentaire, j'ai dit alimentaire, mon cher Watson. Oui. Alors, Sa Majesté le maïs. Alors, Sylvie Brunel, évidemment, on vient de sortir et on a eu du salon de l'agriculture et on a vu tout ce qui s'est passé, les manifestations, les protestations, on va faire ceci, on va faire cela. Certains disent c'est très bien, on est satisfait, d'autres pas du tout, ils continuent le combat. Et on sent en tout cas, moi je suis allé au salon de l'agriculture comme vous êtes allé sûrement plus que moi, mais on a senti, on a une espèce de, je dirais, enfin, ou de rage, ou de, il y a vraiment une colère rentrée, quelquefois pas rentrée, d'un certain nombre de paysans, d'agriculteurs. Quelle est votre analyse de ce qui se passe en ce moment? Pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Alors, ça fait des années que les agriculteurs disent on manque de respect, les gens ne nous respectent plus, ils ne reconnaissent plus notre travail, notre rémunération est insuffisante, la concurrence est déloyale. Donc, il y a eu cette colère qui s'est manifestée d'abord avec les JA, vous savez, qui ont renversé les panneaux. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Il y a eu la grande manifestation viticole de Narbonne le 25 novembre dernier, parce que les agriculteurs disent arrêtez la concurrence terrible, on s'en sort plus. Et on peut dire que le gouvernement, non seulement Gabriel Attal, mais tous les ministres, Le Maire, Fesneau, Béchu, se sont mobilisés pour dire aux agriculteurs, nous vous avons entendus. Et je vous ai compris. Exactement. Et ils ont d'ailleurs répété tout ce que les agriculteurs reprochaient, cette tracasserie incroyable sur le plan de l'administration, cette difficulté à investir, à faire des bâtiments, à travailler au quotidien, cette difficulté à transmettre aussi. Et puis les normes. Voilà, le fait que des satellites les surveillent, ce sont les nouveaux fichiers A de la société, les agriculteurs. Ils ont l'impression que plus ils en font, plus on leur en demande, que quand ils ouvrent certains médias, quand les enfants reviennent de l'école, on dit vous êtes des pollueurs, vous êtes des empoisonneurs, et qu'on les renvoie toujours au passé ou à des circuits courts, qui ont toute leur place bien sûr, mais il faut nourrir le monde. Et cette Europe, eh bien, on dirait qu'elle a oublié à quel point nous venons de la faim. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a eu faim. Il a fallu faire la politique agricole commune. Elle a permis d'augmenter la production agricole de l'Europe en baissant le prix de la nourriture pour les agriculteurs, et d'un seul coup, le prix de la nourriture pour les consommateurs, mais aussi malheureusement pour les agriculteurs, bon lapsus. Et en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle dit à ses agriculteurs, soyez excellents, soyez parfaits, mais on va acheter ailleurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les agriculteurs... Libre-échange, Mercosur, etc. Exactement. Et les agriculteurs français disent, écoutez, nous on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un risque. Le risque, c'est de désagriculturiser la France comme on l'a désindustrialisée. Sur l'énergie, vous êtes revenu au principe de réalité, vous vous êtes rendu compte que c'était un peu ennuyeux de fermer les centrales, etc., qu'il fallait qu'on ait de l'énergie accessible sans dépendre du gaz de Poutine ou de celui d'ailleurs de Biden aujourd'hui, et peut-être de Trump demain. Oui. Et sur l'agriculture, il faut garder une agriculture forte en France parce que ce sont nos paysages, notre gastronomie, notre énergie renouvelable, parce que c'est aussi l'énergie, les paysans, une alimentation à la fois de quantité, parce que la France fait encore partie, même si elle dérape, des rares pays qui détiennent l'arme alimentaire. Absolument. Et de qualité, parce qu'il y a aussi tout un ensemble de gastronomie absolument fabuleuse que les touristes adorent. Si la France est la première terre d'accueil des touristes au monde, c'est bien aussi grâce à l'excellence de ses paysages et de sa gastronomie. Et l'art de vivre à la française, c'est aussi l'art de manger à la française. Exactement. L'art de consommer. Et ces agriculteurs, en plus, comme ils occupent les territoires, ils créent une biodiversité nourricière, ils captent le dioxyde de carbone, donc les gaz à effet de serre, ils sont vraiment totalement essentiels dans les plans climat. Qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? On leur dit, écoutez, vous allez continuer à produire, mais vous n'allez plus avoir de réserve d'eau. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Charente-Maritime, ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais,
Vous allez plus avoir de ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des phytos, c'est-à-dire des produits de traitement. Quand il n'y a pas de médecine sans médicaments, il n'y a pas d'agriculture sans protection des cultures. Bien sûr. Vous n'allez plus avoir d'engrais. Vous n'allez plus avoir de machines. Vous allez revenir à une agriculture de panier. Mais en même temps, on va faire venir des poulets ukrainiens, du maïs américain, chilien, oui. Et alors, du coup, le gouvernement a dit, on vous a entendu. Très bien, sauf que, qu'est-ce qu'ils constatent ? Que pour l'instant, ça ne change pas dans les fermes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours toutes les tracasseries administratives, c'est toujours aussi compliqué, et toujours la concurrence déloyale qui vient à la fois de l'intérieur de l'Europe, mais aussi de l'extérieur de l'Europe. On va en parler tout de suite, on va continuer avec vous, Sylvie Brunel, c'est passionnant, et évidemment on va parler du maïs, bien sûr, mais quand même c'est un drame qui est en train d'être vécu et que vous décrivez très bien. Juste après cette petite pause. Et vous aurez la parole 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Sylvie Brunel ou pour réagir tout simplement à l'émission 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Eh bien, le maïs dans tous ses états. On va reparler avec Sylvie Brunel de ce maïs, de sa majesté, le maïs. Et vous allez voir, c'est extrêmement le comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe dans l'agriculture en général. Et là, c'est un point précis. Mais Sylvie Brunel, auparavant, on parlait, vous faisiez un très bon portrait, très fidèle de ce qui se passe actuellement dans le malaise, non pas de la civilisation, mais le malaise dans l'agriculture. Et au fond, on a l'impression, alors vous décrivez, on en a parlé, beaucoup d'agriculteurs en parlait, mais vous le décrivez de façon très claire. Et on a l'impression, on dit oui, on vous écoute, on va. Mais c'est quoi ? Très franchement, c'est l'Europe qui décide, c'est la Commission européenne qui décide maintenant. La France fait semblant d'avoir son autonomie, mais en fait, elle est tellement soumise, enfin pas seulement la France, mais bon, à la Commission européenne qu'elle est obligée de suivre, de rentrer dans les rangs, ou bien c'est beaucoup plus compliqué que ça ? Non, c'est vrai. C'est-à-dire que l'Europe est devenue aujourd'hui libre-échangiste, mais elle veut faire des agriculteurs français des décorateurs de la nature. C'est-à-dire qu'elle leur met des objectifs qui sont certes très louables, mais qui sont incompatibles avec la performance et la compétitivité, et du coup, elle importe de l'extérieur ce qu'elle voudrait. Elle ne veut pas voir cultivé en France ou élevé en France. Les poulets en batterie, alors que nos aviculteurs les élèvent en plein air. Vous savez que le sud de la France, c'est les pommes, c'est les tomates, ce sont des cultures sous signe de qualité extraordinaire. Eh bien, nous faisons venir des pommes et des tomates de plein de pays où on utilise des produits que les agriculteurs en France n'utilisent plus depuis longtemps. Et qu'on leur interdit d'utiliser. Bien sûr, on a en France, sur l'agriculture, on a ce qu'on appelle des vergers éco-responsables qui sont remarquables, en bio comme en conventionnel. Et en fait, il n'y a plus de pommes dans, par exemple, les compotes, ce qu'on appelle la pomme industrie, c'est toujours importé. Donc, on veut des agriculteurs parfaits. On a des pommes, on a des poires, on a tout ça, mais on importe. On importe, voilà. Et puis on interdit surtout aux agriculteurs de se défendre contre des pressions des insectes qui arrivent, la punaise diabolique dans les vergers, le balanin face aux noisettes, aux noix ou aux châtaigniers. Donc, on a des agriculteurs qui disent, mais attendez, on veut bien être des magiciens, mais sans eau, sans produits de traitement, sans machines, sans engrais et sans prix rémunérateur, on part. Et quand on part, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la friche, il y a l'embroussaillement, il y a l'incendie. Regardez les éleveurs face aux loups. Vous voyez les aberrations. Et le maïs, c'est un exemple caractéristique de ça. Le maïs, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le maïs ? Je vous raconte. Le maïs, c'est la première céréale cultivée au monde. Première dans l'histoire de l'humanité, vous voulez dire ? Aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on produit 1200 millions de tonnes de maïs, c'est-à-dire autant que de blé et de riz. Dans le monde. 1200 millions de tonnes de maïs. Et l'Europe est la première importatrice de maïs au monde, sauf que la Chine aussi. Donc, on pourrait dire, si l'Europe produit du maïs, c'est très bien, sauf que vous le savez bien, en France, on adore critiquer le maïs et dire aux maïsiculteurs qu'ils consomment trop d'eau, qu'il faut remplacer le maïs par du sorgho. Et il y a quelque chose d'aberrant, c'est que la France est la première exportatrice de semences au monde. Et la semence... Encore aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre alimentaire.
Sauf qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les agriculteurs multiplicateurs, c'est un peu les seigneurs de la profession, ils font de la semence, c'est très important, ça demande des critères de qualité incroyables, eh bien eux, on les décourage, et pendant ce temps, Poutine, lui, il est en train de produire de plus en plus de semences. En Russie, ah oui, c'est devenu un pays. Aujourd'hui, c'est devenu un grand... Poutine est devenu le maître du blé. Ne le laissons pas devenir le maître du maïs. Or, la guerre aujourd'hui qu'il mène contre l'Ukraine, c'est la guerre des grains. Les routes de la soie chinoise, ce sont les routes des estomacs. Et ce problème aujourd'hui du maïs, c'est un révélateur du fait qu'on n'a pas compris en France qu'on restait encore une grande puissance grâce au savoir-faire, au talent, à la multiplicité de notre agriculture. Et ce malheureux maïs, il a un délit de sale gueule, un délit de faciès. Pourquoi ? Parce que l'été, quand on roule, on supporte pas de voir tourner un asperceur. Mais on oublie qu'en fait, la France ne manque pas d'eau. Regardez toute l'eau en ce moment qui submerge. Pourquoi ? Il faut juste une journée pour remplir tous les réservoirs qui nous permettront cet été de ne pas souffrir de la canicule. Et la canicule, elle est bonne pour personne, ni pour la vie sauvage, ni pour les touristes, ni pour l'agriculture, ni pour les paysages. Alors il y a plein d'aberrations comme ça, André. C'est de la folie. Et il faut revenir aux vraies valeurs, il faut revenir aux principes de réalité. Chaque année, il y a 20 000 exploitations agricoles qui disparaissent. Il n'y en a que 13 000. Chaque année, hein, oui, et il n'y en a que 13 000 qui s'installent. Et souvent, d'ailleurs, c'est dur de s'installer parce que ça devient de plus en plus coûteux, de plus en plus compliqué. Alors on renvoie les jeunes vers des micro-modèles en disant « mais vous allez faire du circuit court, du bio ». Sauf que dans la restauration, par exemple, il y a une loi qui s'appelle Egalim, qui dit qu'il faut que 20% de la restauration soit bio, collective, en circuit court. Qui oblige, en fait, qui oblige. Oui, mais sauf qu'on n'est qu'à 7%. Donc même les modèles que nous encourageons, nous ne les soutenons pas. Et ce qui est incroyable, parce que quand vous parlez avec un agriculteur, vous vous rendez compte que c'est lui le magicien de la nature, qu'il travaille avec le vivant, qu'il s'occupe du bien-être animal, qu'il est au premier rang sur le changement climatique, c'est lui le plus exposé, qu'il veut nous faire le meilleur à travers toute cette gastronomie dont on parlait tout à l'heure et qui est fabuleuse. Et en fait, quand on désagriculturise un pays, on perd tout. On perd des emplois, des paysages, des richesses, des savoir-faire. Mais alors, écoute, Sylvie Brunel, je comprends pas, parce que quand on vous écoute, c'est très clair ce que vous dites, mais quoi, ils sont masochistes, les princes qui nous gouvernent? Et c'est pas nouveau, hein, il y a pas de politique droite-gauche là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que, je peux pas comprendre que la France est un pays agricole par excellence, hein, c'est pas le Sahel, c'est pas le Sahara, c'est pas le désert de l'Atacama. Et qu'en même temps, alors qu'on a toutes ces potentialités, non, on vous dit, vous faites rien, on va importer. C'est quoi cette aberration? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la petite musique de l'effondrement, de dire que tout va de mal en pis, qui d'ailleurs décourage les jeunes. On dit que les jeunes font plus de bébés, mais si on leur dit que le monde dans lequel ils sont va devenir de mal en pis, c'est profondément décourageant pour eux. Ensuite, il y a l'idée que l'Europe, finalement, va faire appel à des producteurs du moins 10 ans à l'autre bout du monde. Donc, on veut transformer les producteurs agricoles en des jardiniers. Ils sont en permanence contrôlés par des satellites. Ils ne peuvent rien faire parce que la charte de l'environnement a été inscrite en préambule de la Constitution française. Donc, on voudrait qu'ils soient... Depuis 2004, c'est Chirac, 2004. C'est Chirac, 2004, voilà. D'accord. Et en fait, chaque fois qu'ils veulent, par exemple, je vous donne un exemple très simple, André. Vous avez un verger qui est vieux, il est vieillissant, ce verger. Comme il est vieillissant, il donne plus de pommes et il est envahi de ravageurs, d'insectes ravageurs. Il faut le couper parce que sinon, vous allez abîmer les vergers voisins. Vous le coupez, vous faites une jachère fleurie. C'est très bien, vous êtes parfait, etc. Sauf que votre jachère, elle est envahie d'une plante redoutable qu'on voit de plus en plus revenir, le datura. Le datura, c'est très beau, sauf que c'est un poison violent, ça est un drame dans l'histoire de l'humanité. Donc vous retournez votre jachère fleurie. Et là, on vous tombe dessus en disant vous avez porté atteinte à la biodiversité. Je vous donne un autre exemple. En Camargue, mais je vous parlerai du maïs aussi. En Camargue, on a des riziculteurs qui dessalent les terres pour qu'on puisse avoir des chevaux blancs et des taureaux noirs. Ouais. On a des saliniers, une industrie salinière qui fait des étangs de concentration de sel, ce qui permet d'avoir des flamants roses. Eh bien aujourd'hui, la vision de la renaturation, c'est rendre la Camargue à la mer. Alors, mais oui, c'est laisser rentrer la mer et puis dire finalement la biodiversité d'eau douce c'est une biodiversité artificielle. Et ça se passe partout. On trouve qu'il n'y a pas assez de mer, allez, noyons la Camargue. Exactement. Quoi. Et alors le comble, c'est qu'on achète avec des sommes colossales des terres
pour les rendre à la mer. Donc c'est un gaspillage d'argent public en plus. Et sur le maïs, on déteste le maïs. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui vient au départ du continent américain. C'était les Mayas, les gens du Maya qui étaient les gens du maïs. Mais le maïs, c'est donc les semences dont je vous ai parlé, mais c'est aussi le 5e légume français, le maïs doux. C'est une friandise, le popcorn. On est les premiers producteurs de maïs en Europe. Pas oublier que le popcorn, c'est maïs, parce qu'il y a des gens qui ne font pas du tout la... Et puis c'est aussi le maïs, l'assurance survie des éleveurs, parce que dans les fermes, quand on a un élevage à l'herbe, l'hiver, on n'a pas toujours assez d'herbe, il faut du maïs broyé, du maïs en silage, c'est la qualité du lait, c'est la qualité des volailles de Bresse. Vous voyez, il est partout on ne l'aime pas. Et alors, voilà, et c'est pour ça que, à part son livre, vraiment que je vous recommande, Sa Majesté le maïs, parce que il faut revenir vraiment à la base. Sylvie Brunel fait Les Nouveaux Mayas, une revue, la lettre des amoureux du maïs. Voilà. Il n'y a pas que les amoureux de l'oignon, il n'y a pas que les amoureux du bon vin, il y a les amoureux du maïs, c'est très intéressant. On peut le trouver partout. Il suffit d'écrire un nouveau maya@gmail.com et on vous l'envoie gratuitement. Voilà, lesnouveauxmayas@gmail.com. On va continuer à parler de tout cela parce que c'est pas seulement passionnant, c'est vital. À tout de suite. Avec vous au 0826 300 300, vous nous appelez, vous témoignez, vous réagissez sur le Facebook et sur le YouTube de Sud Radio également, et au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h31 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Sylvie Brunel qui vient nous voir pour son livre Sa Majesté le maïs aux éditions du Rocher. Et nous avons Michel qui nous appelle depuis Dax dans les Landes. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Berkov et bravo pour vos émissions. Merci. Et bonjour Madame Brunel. Bonjour Michel. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Pau lors d'une CETID Emmanuel Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Intervenu, mais c'était pas sur le sujet du maïs. D'accord. Voilà. On vous écoute Michel, on vous écoute. Voilà, moi je suis ancien semencier. Mon papa a été précurseur des producteurs de semences de maïs avec quelques copains dans les années 50. Oui. Donc le maïs, voilà, c'était un peu pour appuyer tout ce que dit Madame Brunel, avec qui je suis d'accord. Ce qu'on ne dit pas assez, à mon goût, c'est que pour produire 1 kilo de maïs, il faut 450 litres d'eau. C'est très peu. Et je ne veux pas mettre les producteurs de maïs contre les producteurs de blé, par exemple. Pour faire 1 kilo de blé, il faut beaucoup plus de litres d'eau. Sauf que le maïs, on en a contre le maïs, c'est parce qu'on l'irrigue parce que son cycle est l'été, à l'inverse du blé qui est l'hiver. Donc l'hiver il pleut, donc on n'a pas besoin d'arroser. Et là où ça choque les gens, c'est que on arrose le maïs parce que dans les Sables des Landes, on est obligé d'arroser. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rendement. Et s'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenu. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Et pourtant, c'est la vérité. Et je pense que Madame Brunel va être d'accord avec moi. Écoutez, elle va vous répondre, Madame Brunel. Oui, merci Michel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le maïs produit beaucoup plus avec moins d'eau que les autres plantes. Vous avez eu raison de parler du maïs grain, c'est 450 litres, mais le maïs fourrage, c'est 250 litres pour avoir 1 kilo de grain. Et si on est sur le blé, c'est 580 litres et la pomme de terre, 580 litres aussi. Mais vous avez raison Michel. Le problème, c'est ou son avantage, c'est une céréale tropicale, d'origine tropicale, donc elle bénéficie finalement du changement climatique parce qu'elle pousse très fort, très vite, mais elle pousse pendant l'été. Alors, il n'y a que 1/4 de la sole de maïs qui est irriguée en France. Par exemple, le maïs fourrage l'est jamais, mais on en a besoin pour les semences, pour le maïs doux, pour le maïs popcorn. Et même quand le maïs n'est pas irrigué, il se défend, mais on a une moindre qualité. Et les gens croient que tout le maïs est irrigué, ils croient que le maïs consomme trop d'eau. C'est une injustice, vous le savez Michel, parce que l'eau que le reçoit le maïs, il la rend à l'atmosphère. Dans les champs de maïs, le sol est à 20 degrés, même quand il fait 45 degrés dehors. Vous avez des grenouilles, vous avez hélas des sangliers, vous avez des corbeaux, vous avez tout un ensemble de biodiversité parfois pas souhaitable. Et vous avez surtout de l'ombre. Il y a un agronome qui dit le maïs, comme l'Amazonie, fait tomber la pluie. Alors c'est idiot, Michel, de pas garder l'hiver l'eau qui abonde et qui va se perdre dans l'océan, alors qu'on en manque l'été et que tout le monde aime une réserve d'eau, y compris les oiseaux. Michel, vous êtes d'accord ?
Ouais, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, et puis voilà, et puis dans ce sens-là, c'est que toute l'eau qui est apportée par l'irrigation n'est pas pompée par le maïs. Il y a une partie qui repart dans le circuit de l'eau de la terre. Ouais. Non, mais c'est bien, vous êtes des défenseurs du maïs et vous avez raison. En tout cas, moi, en tant que consommateur, j'adore le maïs. Donc, sans gluten et sans reproche. Et sans gluten et sans reproche. Est-ce que nous avons ou pas encore oui, nous avons Nous avons Jean qui nous appelle depuis. Pas encore. On va avoir Jean dans quelques instants. Juste, Sylvie, à propos du maïs, vous dites que ça représente aussi, après, c'est le fil sur la pelote de laine qui amène tout le reste. Mais qu'est-ce qui fait quand même, et on revient à tout ce problème du malaise, et quand je dis malaise, c'est une litote, c'est un mot léger par rapport à ce qui se passe. Mais comment ça se fait encore une fois qu'on commande à nos agriculteurs, y compris que ce soit sur le semencier, etc., et qu'on fait une mondialisation totale de l'agriculture, et on sait très bien, et qu'on demande que ce soit le poulet ukrainien ou autre, aucune norme et aucune, aucune exigence, etc., qu'on demande aux agriculteurs français. Y compris, encore une fois, on l'a dit, à l'intérieur de l'Union européenne, hein, à l'intérieur de... Qu'est-ce qu'il fait ? L'agriculteur, il est considéré comme un gêneur. C'est-à-dire que les gens viennent à la campagne parce qu'ils la trouvent belle. Ouais. Ils la trouvent belle parce qu'elle est sculptée par les agriculteurs, les vergers, les vignes, les champs de maïs, les vaches dans les prés. Ils ne supportent pas la réalité du monde agricole parce qu'ils sont toujours envoyés à une vision bucolique du passé. D'abord, ils ne supportent pas le chant du coq, qui les réveille à 6h du matin. Ils ne supportent pas le chant du coq, ils ne supportent pas les mouches des vaches, ils ne supportent pas le bruit du tracteur, ils ne supportent pas de voir un agriculteur avec un pulvérisateur parce qu'ils pensent que l'agriculteur est en train de les empoisonner alors qu'il est en train de les protéger de maladies dont ils pourraient mourir, comme on mourait par le passé. André, en 1960, il y avait 4000 morts de contamination alimentaire chaque année en France. Aujourd'hui, la population a été multipliée par à peu près 1,5. C'est encore beaucoup trop de morts, il y en a entre 150 et 200. Donc, il faut se rendre compte que ces gens ont tellement bien travaillé qu'on croit que se nourrir de qualité, ça tombe du ciel, et que nous nous perdons aujourd'hui dans ce que j'appellerais des coquetteries alimentaires. C'est-à-dire que nous voulons du beau, du sain, du pas cher, du varié en toute saison. Du bio, etc. etc. Oui. Je crois que nous avons un appel. Exactement, c'est Robert qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour, mon cher Robert. Oui, non, c'est Jean, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour de petites remarques concernant des choses qui n'ont pas été mentionnées jusqu'à présent dans l'émission. Oui. Premièrement, c'est que dans les années 70-80, on a obligé, notamment les techniciens agricoles, les agriculteurs, à drainer les terres pour évacuer l'eau, pour soi-disant que produire mieux. Et maintenant, on s'aperçoit que l'eau s'en va directement dans les fossés, du fossé à la rivière, de la rivière à la mer. Mmh. Et deuxièmement, c'est exactement les mêmes aussi qui poussaient à enlever les haies. Et maintenant, on a payé les agriculteurs pour enlever les haies. Et maintenant, on paye pour les remettre. Donc ça, c'est deux éléments aussi qui font que l'eau, elle pourrait être retenue. Voilà, mais en fait, c'est pour montrer l'incohérence sur 30 ans de la politique qui a été suivie. C'est lui, Brunel, l'incohérence. Oui, c'est Robert qui parlait. C'est Robert, là. Oui. Robert a raison. Oui. Alors, il faut bien comprendre que pendant des années, l'impératif, ça a été de produire. Il fallait produire parce qu'on avait faim, parce que les gens se serraient la ceinture. D'ailleurs, de nouveau, ils se serrent la ceinture aujourd'hui. Oui. Mais la France avait faim. Et il fallait produire. Donc, on a rationalisé. Rationaliser, c'était drainer les marais, c'était ce que dit Robert, couper les haies. Aujourd'hui, nous avons une autre vision, nous avons l'impression qu'on a résolu le problème alimentaire et qu'il faut revenir vers une agriculture plus écologique, plus naturelle. Ce que les agriculteurs font, ils ne traitent qu'en dernier recours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on appliquait des calendriers de traitement. Aujourd'hui, ça coûte cher, ça les embête, ça demande des machines. Ils essaient de trouver toutes les solutions, puis quand ils doivent traiter, ils traitent parce que sinon, on ne mange pas ou on s'empoisonne. Et sur les haies, c'est l'idée qu'il faut essayer de recréer de la biodiversité, mais je vais reprendre l'exemple du maïs. Le maïs, il pousse en 5 mois. Pendant les 8 mois qui restent les 7 mois qui restent sur la parcelle, vous pouvez faire tout un tas d'autres cultures. On peut faire d'autres cultures. Bien sûr, les pièges à nitrate, culture à valorisation énergétique, etc. Donc aujourd'hui, l'agriculture française, elle est engagée dans ce que j'appelle la 3e révolution agricole, c'est-à-dire
à la fois continuer de produire, mais avoir une démarche de plus en plus écologique. Mais il ne faut pas se tromper de combat. C'est pas à l'agriculteur d'être le pionnier de l'écologie. L'agriculteur, il nous nourrit. L'agriculture nous sauve de la famine. Il n'est pas là pour sauver la planète à coup de CO2. Enfin, oui, alors si, parce que le maïs, par exemple, capte énormément de CO2 quand il pousse. Mais n'oublions pas qu'il y a le CO2, c'est pas un poison. Non, mais en même temps, bon, vous savez que ça contribue au changement climatique, qu'il faut capter le carbone dans les sols. La forêt des Landes, le maïs, le verger, ce sont la prairie. Ce sont ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques. Mais en plus, elles nous nourrissent. Donc l'agriculteur, sans être le gardien de la nature, il est aussi un protecteur de la nature parce qu'il a besoin de la nature. Et il faut changer notre regard sur ces personnes qui sont des personnes qui ont un savoir-faire colossal et qui doivent être bonnes en tout, parce qu'elles doivent être à la fois protéger les sols, protéger les plantes, protéger les marchés, protéger notre portefeuille, protéger le climat. Vous imaginez ? Oui, mais en plus, ça ne dépend pas d'eux, parce qu'il y a une mondialisation. Oui, je vous en prie, Robert, allez-y. Oui, il y a aussi, puisque la dame a parlé des Landes, moi je suis des Landes, et là où c'est un peu aberrant aussi, c'est qu'on veut appliquer partout la même technique. Mais non, par exemple dans les Landes, la Haute-Lande où c'est des terres sableuses et où on peut faire des hectares et des hectares de culture avec facile à travailler, c'est pas du tout la même partie que le sud des Landes qui est près des Pyrénées où les agriculteurs, les propriétés ne sont pas les mêmes et où les terrains ne sont pas les mêmes. Et voilà, le problème c'est on généralise pour tout. Il faudrait adapter à chaque territoire. Vous avez raison, Robert. Surtout que la région des Landes dont vous parlez, c'est un Sahara l'été et un marécage l'hiver. Vous avez en plus l'Alios et vous avez de l'eau ferrugineuse. Donc il faut absolument pouvoir tirer le meilleur de ces terres tellement difficiles, qui ont été mises en culture par des pionniers, les pionniers de la Haute-Lande, qui aujourd'hui nous fournissent des carottes, des arachides, du maïs doux, tout un ensemble de plantes de haute qualité et qui ont valorisé des terres qui avant étaient des terres misérables. Vous imaginez la capacité qu'ont les agriculteurs de sculpter la terre, de la rendre habitable, c'est pour ça que les traités comme on les traite, c'est quand même assez lamentable. C'est une honte. Il faudrait que chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui se dise « Je vais aller voir mon voisin agriculteur, je vais discuter avec lui, je vais comprendre son métier ». Parce qu'il y a un savoir colossal que nous avons oublié et nous passons notre temps à dire aux agriculteurs ce qu'ils ont à faire. C'est scandaleux. Oui, en plus. Esteban ? Merci Robert. Hein. Merci, au revoir. On avait une question sur les réseaux sociaux qui revient sur... Alors c'est une question un peu technique. Vous dites 450 litres d'eau, c'est pas beaucoup pour d'eau, mais pour nous ça a l'air énorme. Et non. Alors en fait... Pour 1 kilo de maïs, je rappelle. Oui, mais alors pour produire 1 kilo de nourriture... Pour le blé, c'est 580 litres d'eau qui tombe du ciel. C'est pas de l'eau qu'on apporte avec un arrosoir. C'est de la pluie. Pareil pour le maïs. Vous pouvez irriguer si vous voulez sous signe de qualité, mais sinon vous n'irriguez pas. Un champ, imaginez un champ, Esteban, un champ de blé vous donne 7 tonnes de nourriture, un champ de maïs vous donne 10 tonnes, et quand il est irrigué, il vous donne 20 tonnes. Ce qui veut dire qu'à côté, vous pouvez avoir tout un ensemble d'autres paysages. Oui, il faut de l'eau. Les gens ne se rendent pas compte qu'il faut de l'eau, effectivement. En fait, le maïs, c'est une petite usine qui transforme la lumière du soleil et l'eau qu'on veut bien lui donner en des tas de productions. Il y a 1500 utilisations pour un grain de maïs. Mais bien sûr qu'il faut de l'eau. Comme nous, il nous faut de l'eau, c'est normal. Le vivant a besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. On marque une courte pause sur Sud Radio et on retrouvera Sandrine qui nous appelle tout à l'heure au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, dernière ligne droite. On est toujours avec Sylvie Brunel, la géographe qui vient nous voir pour ce livre Sa Majesté le maïs aux éditions du Rocher. Et nous avons Sandrine qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Sandrine qui est agricultrice. Bonjour à vous. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour André, bonjour Sylvie. Vous avez vu déjà, vous étiez déjà venu en Tarn-et-Garonne, les GIA vous avez invité il y a quelques années. Donc j'avais écouté votre débat, c'était très intéressant. Je voulais juste en fait
continuer à expliquer qu'en fait le maïs était très important. Moi je suis éleveur laitier, donc nous quand on s'est installé depuis 94, on ne laboure plus, nous avons des boulbènes, et depuis on a toujours fait pousser un maïs qui a été vraiment important pour nos rations de vaches, et depuis à peu près une dizaine d'années nous faisons un métail derrière avant un maïs. Et franchement, l'année il y a 2 ans quand il y a eu la sécheresse, derrière comme on dit ce qu'on arrose nos parcelles de maïs, en fait l'eau est réutilisée dans le sol, puisque derrière on a pu on a joué le jeu, on a implanté un régras derrière, et fait qu'on a un régras, c'est de l'herbe. Ouais, c'est de l'herbe. Ah oui, un régras derrière le maïs, et on a pu, parce qu'effectivement ces parcelles-là avaient été, on va dire arrosées. Et après nourries, voilà. Ouais. Et à ce moment-là aussi, il faut dire que nous on régule nos irrigations, on ne met pas de l'eau comme ça à tout vent. On sait très bien que quand il y a du vent d'autant, ça sert à rien, à un moment donné d'arroser, parce qu'on fait une perte d'eau, voilà, et ça part directement dans les fossés. Enfin, voilà, on est très, il faut arrêter. Nous sommes aussi des agronomes, et par rapport à ce qu'on entend des fois dans le plateau, ces personnes qui se permettent de nous dire qu'ils connaissent tout mais qui ne connaissent rien. Non, déjà il faut qu'ils connaissent chaque exploitation a un sol complètement différent, et ça c'est très important. C'est en fonction de notre sol qu'on doit à un moment donné gérer ce qu'on doit planter, ce qu'on doit pas planter, comment on doit faire, et puis voilà. Donc on n'a pas de leçon de personnes qui voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Sandrine. Merci Sandrine, merci, c'est super. Merci d'expliquer de façon si claire aux auditeurs de Sud Radio à quel point un agriculteur connaît chaque parcelle, chaque exposition, chaque sol, chaque condition météorologique, chaque besoin de ses vaches, et de dire que la qualité du lait vient aussi d'un bon maïs fait à la ferme. Eh oui. On a retrouvé Jean des Landes. On va être accusé de faire du lobbyisme landais aujourd'hui. Oui, c'est très bien, Bonjour, Vive les Landes. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Alors, moi, je voulais juste vous partager, pour essayer de mettre tout le monde d'accord, que nous avons mis au point une technique de culture qu'on a commencé à chercher depuis 2012, et aujourd'hui, elle est quand même assez au point. On n'a pas tout fait, on n'a pas tout compris, mais ça marche quand même très bien. Cette technique, alors, avant de définir la technique, je précise qu'elle a été validée par la MSA des Landes uniquement, qui fait qu'ils peuvent aider certains agriculteurs à acquérir cette technique. On est suivi par la Chambre d'agriculture, ce qui nous a permis d'être entendus par le ministère de l'Agriculture le 4 juillet dernier à Paris. Et c'est quoi votre technique ? Alors voilà, donc c'est pour vous dire qu'elle ne sort pas d'un chapeau et que elle est vérifiée. On vous croit. Ouais. Oui, mais je précise que vous allez voir que ça décoiffe un peu. D'accord. Dans le sens où, au lieu de mettre, on sait bien que les produits de synthèse aujourd'hui ont des limites à leur utilisation, et on a des problèmes d'environnement, tout ça, tout le monde sait par cœur, y compris bien sûr les gens qui l'utilisent, parce qu'ils ont aussi des problèmes par rapport à ça. Donc ça, c'est un fait. Alors la technique consiste en fait à informer de l'eau en lieu et place de la matière. Et on a un site internet qui est dédié, qui s'appelle biodynamiseurbotanique.fr, où là vous avez tous les témoignages, les appuis scientifiques avec différentes personnes. On a 8 scientifiques qui nous suivent sur le sujet. Donc ça, en fait, c'est un appareil qui permet d'informer l'eau d'une certaine manière, ce qui fait que la plante reprend son activité électrique maximale. Et quand une plante a une activité électrique maximale, eh bien, elle n'a plus besoin d'insecticides ni fongicides, parce qu'elle le gère elle-même. Et depuis 2022, on arrive même à mettre NPK, donc les engrais, les principaux, uniquement par information, sans mettre de matière. C'est un fichier web. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait bien que le prix de l'azote est rendu entre 400 et 800 euros la tonne. Nous, ça coûte 0. Et on a les résultats sur les plantes. Donc, on a chaque année un symposium sur le sujet, en intégrant toutes les matières, les techniques alternatives. Il y a lieu tous les ans, le 23, 24 et 25 novembre. On fait ça avec des scientifiques également. Et on a un livre sur le sujet qui s'appelle Le champ secret des plantes aux éditions Rustica, que vous allez pouvoir trouver. Et vous avez vous-même une exploitation, vous avez une exploitation ou pas, vous ? Oui, absolument. Alors nous, on a une exploitation. Alors nous, on est aussi jardin botanique, donc on a pu tester notre technique sur à peu près 4680 plantes différentes. D'accord. Et on a aujourd'hui 60 entreprises qui fonctionnent exclusivement avec cette technique-là. D'accord. Bah écoutez, rappelez le titre. Le champ secret des plantes. Le champ secret des plantes. Sylvie, vous aviez entendu parler de cela Alors non, j'ai trouvé ça très intéressant. Je dois dire que je suis très marquée ces dernières années par toute l'inventivité, la réflexion sur ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne, c'est-à-dire comment les plantes peuvent permettre avec les champignons de faire des sols en meilleure forme, comment on peut réfléchir à des techniques naturelles, comment on peut en fait, faire l'innovation est là. Oui, on parle même d'écologie chimique, c'est-à-dire
les signaux que les plantes émettent entre elles pour se protéger contre leurs bioagresseurs. Mais il faut quand même le dire aussi, quand l'infestation est là, si vous ne traitez pas, vous n'avez pas de récolte. C'est-à-dire que c'est très bien en curatif, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, mais on est confronté dans les vergers à la punaise diabolique, dans les champs de maïs, à la pyrale, à la sésamie, dans les tomates, la noctuelle, dans la noisette, le balanin. En fait, il faut quand même comprendre que plus il fait chaud, plus la mondialisation est là, plus on a des ravageurs. Et on connaît les criquets en Afrique, mais il ne faut pas oublier que nous, chez nous, pour un agriculteur, ça devient de plus en plus compliqué parce que parfois il a ce qu'il appelle des impasses techniques. En proportion, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça dépend comment il travaille. Ouais. Ça dépend comment il travaille. Mais même en bio, vous êtes obligé de demander des dérogations par moment. Parce que si vous n'avez pas une dérogation pour vos bêtes ou pour vos plantes, eh bien, elles souffrent. Et comme nous soignons quand nous sommes malades, il faut bien comprendre que l'agriculteur, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire au mieux. Et on l'a vu avec Robert, avec Jean, avec Sandrine, avec monsieur dont j'ai oublié le prénom, Jean, c'est Jean. En fait, l'agriculteur ou celui qui travaille avec lui, c'est en permanence quelqu'un qui se remet en question, qui dit qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, comment je pourrais innover. Avant, on arrosait, maintenant on irrigue. C'est-à-dire qu'on travaille sur la goutte d'eau. Oui. On sait que c'est pas la peine d'inonder le champ, qu'il faut le faire au moment de la fécondation, donc de la pollinisation. Enfin, il faut toujours s'adapter, innover, créer, bien sûr. Et etc. notre agriculture d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle d'il y a 30 ans, et elle n'aura rien à voir avec celle de dans 30 ans. Il y a une évolution permanente, et c'est pour ça que les jeunes, il faut qu'ils aiment l'agriculture, il faut qu'ils y aillent. Et tous ceux qui travaillent pour l'agriculture, ils travaillent pour le vivant. Marcher pour l'agriculture, c'est marcher pour le climat. Alors, marcher, effectivement, en tout cas, vous êtes extrêmement convaincant, Sylvie Brunel, je vous dis, c'est vous qu'ils auraient dû nommer ministre de l'Agriculture. Ça, c'est extrêmement clair. Et je ne ferai aucune comparaison, bien sûr. Juste quand même quelque chose par rapport à ce que vous dites. On a l'impression, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce, non pas d'anabîme, mais enfin, c'est étonnant de voir la distance entre ce que vous racontez, ce racontent nos auditeurs sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils innovent, sur ce qu'ils créent, sur ce qu'ils protègent, etc. Vous, ce que vous faites dans votre travail, effectivement, de pédagogie et de connaissance, Sylvie Brunel. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque part un dialogue de sourds. Je veux dire, dialogue de sourds entre, est-ce que c'est la technocratie, est-ce que c'est des gens ceux qui sont aux commandes, encore une fois, un peu partout en France et en Europe, connaissent vraiment l'agriculture, ou au fond, ils n'ont qu'une connaissance, je dirais, de tableau Excel? C'est la question que je me pose. La question que je me pose, déjà la France, vous en parlez beaucoup dans votre émission, souffre d'une suradministration. Il y a vraiment une accumulation de normes, de textes, un renflement des codes, du code rural. Donc ça devient de plus en plus compliqué parce que vous ne savez jamais si vous n'êtes pas... Oui, vous ne savez pas si vous n'êtes pas coupable. Alors, il y a des satellites qui, en permanence, survolent les exploitations des agriculteurs et dès qu'ils changent l'affectation d'un sol, c'est dramatique. Donc, c'est compliqué pour eux. Mais je crois que fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus l'humanité, qui pensent que la planète est mieux que l'homme est proliférant, nuisible, destructeur, qu'on est trop nombreux. Et je pense que fondamentalement, c'est ça. Pour avoir envie que l'homme étant trop. Oui, et pour avoir envie que la terre soit belle, pour que la terre soit sculptée, il faut faire confiance à l'humanité, il faut aimer l'humanité. Je crois que, Sylvie Brunel, vous avez eu le mot, non pas de la fin F-I-N, mais le mot de la fin F-I-M. Si on veut effectivement un monde sans fin, F-I-M, il faut prendre les moyens, et il faut lire Sa Majesté le Maïs. Le roi n'est pas mort, vive le roi. Merci Sylvie Brunel d'avoir été avec nous. Sa Majesté le Maïs aux éditions du Rocher. C'est disponible évidemment en librairie et sur toutes les plateformes. Merci à tous de nous avoir écoutés. André Berkoff, on se retrouve demain sur Sud Radio entre midi et 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye. À demain. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.